C'est votre Space Talk, on l'a crié partout, on en verra bientôt une femme rejoindre la Lune dans le cadre de la mission Artemis. Mais alors qu'on nous assène cette bonne nouvelle, quid des femmes sur Terre qui entreprennent dans un secteur qui peine à leur laisser un petit peu de place. On compte seulement aujourd'hui 20% de femmes dans l'industrie aérospatiale, un chiffre qui stagne depuis déjà 30 ans selon l'ONU. Alors on va parler de ce sujet avec nos invités en plateau. Christelle Astorg-Lépine, directrice France de l'accélérateur aérospatial Starburst. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À vos côtés, Estelle Godard, associée dans l'équipe d'investissement de Promus Venture. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, qu'est-ce que ça change? Parce qu'il faut le redire et le répéter et l'expliquer, d'être une femme aujourd'hui dans l'industrie aérospatiale. C'est à moi de répondre. Vous pouvez commencer. Oui. Qu'est-ce que ça change? Ça ne devrait rien changer. Clairement, on doit vraiment se poser la question de pourquoi on se la pose. Donc il y a une anomalie, voilà, qui est en train de se résoudre, je dirais plus ou moins, en tous les cas très lentement quand même. On parle de la première femme sur la Lune bientôt. Voilà, il y a eu quand même 11 missions, c'est complètement anormal en fait qu'il n'y ait jamais eu finalement de femmes auparavant. Avant de revenir sur Terre, effectivement, parce que je pense qu'on pourra en reparler, c'est les exemples de ces femmes qui ont fait des choses extraordinaires pour que justement les jeunes femmes, les jeunes filles puissent s'identifier et avoir envie aussi. Et on a cruellement manqué de ces exemples-là. On peut quand même rappeler que finalement c'est les Russes qui avaient finalement envoyé une première femme dans les années 60 en orbite. Donc c'est finalement voilà, une petite modernité de ce côté-là qu'on n'a pas retrouvé chez nos collègues américains. On peut aussi rappeler que la première sortie extravéhiculaire féminine a pris 6 mois de retard parce qu'il n'y avait pas suffisamment de combinaisons de taille M. Et voilà, donc le jour J, quand ils ont voulu les envoyer, c'était pas possible. Et il a fallu attendre 6 mois. Donc je pense qu'on souffre aujourd'hui de ces exemples spatiaux. Et puis, c'est la même chose, effectivement, je dirais, sur Terre. Quand on voit aujourd'hui les femmes dans l'aéronautique, effectivement, il y en a très peu. Quand on regarde aujourd'hui tous les grands comptes, les grands groupes aéronautiques, il n'y a pas une seule femme CEO. Voilà, il ne faut pas s'étonner après, derrière, qu'au Next 40, donc on est également 0 femmes. Donc il y a quand même un vrai problème dans la tech et dans le spatial en particulier. Estelle, vous voulez réagir là-dessus aussi? Oui, je peux que rejoindre ce qui vient d'être dit par Christelle. Je pense que on a un problème qui vient du départ vraiment de l'éducation. En fait, on a des pourcentages dans l'éducation des femmes, dans tout ce qui est aéronautique, aérospatiale, qui sont bien plus bas que ceux des hommes. Donc évidemment, après, les femmes qui sont éduquées et qui peuvent postuler et qui peuvent prétendre à ce genre de poste sont moins nombreuses et sont moins représentées. Donc je pense qu'on a un problème à adresser vraiment au tout début, au niveau de l'éducation, vraiment de promouvoir en fait le secteur auprès de ces jeunes femmes et de montrer que c'est accessible et que c'est possible d'y rentrer, même si on est une femme, que c'est un secteur qui est bien pour tout le monde et qui est accessible pour tout le monde. Alors, vous mettez un doigt sur un sujet. On peut se poser la question, est-ce que c'est plus dur dans l'aérospatial qu'ailleurs? Vous allez y répondre. Mais il y a aussi cette notion de métier scientifique dans l'aérospatial, de sciences dures. Et ça, c'est un phénomène qui avait déjà été décrit par une historienne, Margaret Rossiter, qui parle de ségrégation territoriale et qui explique que, voilà, en fait, les femmes se sont exclues des sciences dures et donc elles ne s'y dirigent pas dès l'éducation et on se retrouve avec un gap assez énorme après. Moi, mon explication par rapport à ça, à nouveau, c'est les exemples. Je pense qu'on a un vrai souci de narratif en France ou dans le monde, sur le fait que la plupart de ces femmes qui ont réussi dans ces milieux-là, de toute façon, ont été effacées de l'histoire. Donc c'est sûr que les jeunes femmes qui vont naturellement peut-être être douées en maths physique, parce que c'est quand même de ça dont on parle, et qui vont vouloir finalement aller vers ces métiers-là, dans la mesure où il n'y a pas d'exemple, et pourtant il y en a des centaines d'exemples, il suffit vraiment de se replonger un petit peu et puis d'aller les chercher. L'histoire, il faut les trouver, mais elles ont été invisibilisées. Il y a l'équipe Mercury, par exemple, qui était apte à voler pour Apollo, mais qui n'a fait que les tests, et donc cette équipe de femmes qui n'est jamais partie, cette équipe de femmes aussi qu'on appelait les ordinateurs,
l'ordinateur qui a permis de calculer la trajectoire pour aller sur la Lune. En fait, on ne serait pas allé sur la Lune sans les femmes, et aujourd'hui, on ne le sait pas. Et en fait, ces fameuses femmes, effectivement, complètement dans l'ombre, sont sorties de l'ombre grâce quand même à un film qui est sorti en 2016, donc Hidden Figures. Et sans ce film-là, mais je crois que personne n'aurait eu connaissance. Et on se rend compte de plus en plus maintenant sur les réseaux, beaucoup de... Bon, et puis il y a quand même, mine de rien, une solidarité qui est en train de se monter pour mettre en valeur, pour ressortir effectivement de l'histoire toutes ces femmes-là. Moi, je pense qu'on pourrait être capable de raconter une histoire féminine tous les jours dans ces milieux de la tech. Et du coup, ça nous permettrait effectivement de remettre ça au bon niveau dans les livres d'histoire. Et là, on parle du CM2. Je pense que c'est vraiment très jeune que ces femmes-là n'ont pas d'exemple. Moi, j'ai donné à un moment donné une conférence en classe de CM2 parce qu'il y avait l'espace C-Classe, jolie formule du CNES, donc pour aller parler un petit peu des milieux justement spatial. Et j'ai eu des questions mais incroyables de jeunes femmes qui me disaient mais madame, ça a l'air difficile ce que vous faites. Et en fait, non, être ingénieur, c'est pas difficile. Ce sont des horaires normaux. C'est beaucoup plus simple, à mon sens, que d'être infirmière avec des horaires décalés. Et c'est là que je me suis dit, quand même, il y a un vrai sujet. Alors, c'est intéressant, celle de se dire que voilà, on est sur une industrie qui effectivement n'a pas beaucoup évolué jusqu'à ces dernières années où on a le New Space qui est arrivé, donc on va se poser cette question-là. Mais surtout se dire que c'est un petit peu corrélé avec ces 30 ans de stagnation qui sont décrits par l'ONU. Comment on peut expliquer ça, que ça ne bouge pas, qu'on soit à 20% depuis 30 ans? Il y a l'éducation, ok, mais qu'est-ce qui coince dans l'industrie spatiale? Est-ce qu'on a une idée? Alors, dans l'industrie, je pense que c'est vraiment une question d'attirer les femmes au début, donc quand elles vont choisir leur éducation, quand elles vont choisir leur milieu pour évoluer. Et après, il y a aussi une question d'intégration. Je pense que au niveau des métiers dans le secteur spatial, bon, c'est vrai que, évidemment, quand il y a des équipes qui sont majoritairement faites d'hommes, que c'est des milieux qui sont très masculins. Et en plus, là, de nos jours, on est encore dans un milieu qui est en train de changer. Donc, on est au début du changement. Même au niveau du New Space, donc de ce changement de philosophie. De culture d'entreprise aussi. Et je parle de ça de manière générale, pas seulement au niveau des femmes. On est encore au début de ce changement de culture. Donc, on ne peut pas encore parler de changement radical, mais je pense l'idée, c'est d'évoluer et de se dire qu'on a de plus en plus de femmes qui peuvent être intégrées dans ces équipes, qui peuvent donner de la valeur dans ces équipes, pas parce qu'on a été obligé de les prendre en tant que femmes, mais parce qu'elles donnent de la valeur et qu'elles sont à leur place. Et ce que j'admire dans les exemples féminins aujourd'hui, entrepreneuses, je pense à Hélène Huby de The Exploration Company, je pense aussi à Rosalie de Ellipsis Drive, ces femmes entrepreneuses qui réussissent, mais de manière discrète, en fait, qui ne sont pas là à se montrer en tant que femmes et d'avoir réussi parce que c'est des femmes ou parce qu'elles ont réussi, parce qu'elles ont réussi, parce que c'est des entrepreneuses qui ont des bons business models et qui savent ce qu'elles veulent et qui savent comment le faire. Donc c'est ça que j'admire, moi, c'est ces femmes qui se montrent fortes et qui sont en même temps discrètes et qui montrent le modèle aux générations précédentes. Mais c'est vrai qu'on en a encore trop peu de ces modèles. Et qu'il faut les mettre. Il faut les encourager, il faut les mettre en avant. Et c'est le rôle aussi des entreprises et du CNES, peut-être, par exemple, Christelle. Alors, c'est le rôle du CNES, c'est le rôle de Starburst, c'est le rôle de tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience et il y a une vraie solidarité. Moi, je sens, par rapport à ces 30 ans, où moi, j'ai connu quand même, au début de ma carrière, effectivement, on était 15-20% quand j'ai commencé au CNES. Aujourd'hui, on est plutôt 30% dans ce milieu-là. Mais effectivement, je vois de plus en plus d'initiatives. Nous, chez Starburst, on va organiser un bel événement qu'on a appelé le Meetup à Tecna pour mettre en valeur justement ces femmes entrepreneuses et chercheuses
mais qui souffrent quand même au quotidien de valorisation. Moi, on va typiquement inviter une jeune femme pour pitcher, qui faisait partie de la première promotion de Blast, non, de la deuxième promotion, non, de la première, donc Statinf, donc Adrien Gauguenel, qui m'a raconté quand même des anecdotes, mais incroyables, où effectivement, quand elle a été voir un investisseur, une des premières questions, c'est comment vous allez faire avec votre vie de famille. Et on en est encore là. Enfin, et quand on entend ça, on comprend mieux qu'elle soit peu nombreuse. Ouais. Donc oui, on va se serrer les coudes, valoriser. Du coup, mine de rien, on arrive à des choses que personne ne souhaite. Je dirais un petit peu la ségrégation positive, effectivement les quotas. Voilà, à un moment donné, peut-être. C'est nécessaire aujourd'hui. Mais je pense que mine de rien, ça aide beaucoup. Et à un moment donné, on reviendra à des choses normales. Mais moi, quand on me dit, tu comprends, dans tel comex, on peut pas me prendre parce que je ne suis pas une femme. Je dis oui, mais quand tu vois que dans ce comex, il n'y a qu'une seule femme et que c'est elle qui est partie, c'est elle qu'il faut la remplacer. Le problème, c'est pas le problème, c'est le comex qui est de base et pas effectivement très équilibré. Ouais. C'est pas le problème de la femme. Non. Voilà. Non, mais c'est important de rappeler tout ça. Moi, j'aimerais quand même qu'on se pose sur ce sujet du New Space, parce qu'on arrive quand même avec des nouveaux usages, avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon parfois de hiérarchiser, pardon. Et pourtant, je vois pas beaucoup de femmes patronnes de start-up aujourd'hui. Non, c'est difficile, c'est difficile pour elle et je pense encore une fois que ça vient d'avant, quoi. Donc après, mine de rien, et il faut le dire, tous nos start-upers aujourd'hui veulent embaucher des femmes. Alors là, à chaque fois, ils nous disent mais on ne sait pas où elles sont, on les trouve pas, il n'y a pas de candidates. Malgré tout, il y a beaucoup de réseaux. Tous les Women in Aerospace, Women of Influence, Women machin, Women of Tech, Women of AI, il y en a plein. Et du coup, j'aurais dit, vous faites pas d'efforts. Parce que les femmes, elles sont là. Il faut aller les chercher, oui, parce qu'effectivement, elles ne savent pas forcément qu'elles peuvent avoir une opportunité chez vous. Donc, je pense qu'il est aussi là notre rôle. Il y a ces réseaux qui se sont formés, c'est pas par hasard. Et maintenant, il faut qu'on arrive à ouvrir ça pour que nos entrepreneurs, franchement, oui, ils ont envie d'embaucher des femmes, ils ont envie d'avoir des CTO, des CEO. Il n'y a plus de sujet là-dessus. On a cette culture aussi du monde de la tech. On parle de space tech aujourd'hui. On a beaucoup d'acteurs qui se lancent dans le secteur spatial qui viennent du monde de la tech. Est-ce qu'on y prend quelque chose de favorable ou de défavorable dans cette culture-là ? Je pense qu'on est sur des cultures qui sont quand même globalement très similaires. D'ailleurs, quand on parle du secteur spatial, c'est toujours pareil. C'est un secteur qui n'est pas nécessairement qui est pas nécessairement aliéné. Le secteur spatial, maintenant, c'est aussi de la tech, c'est aussi de la deep tech. C'est très large en fait. Et je pense que c'est des choses dont on ne se rend pas trop compte. Donc c'est des secteurs qui se touchent et qui s'englobent en fait. Donc les uns vont avec les autres et je pense que des femmes qui arrivent à être intégrées dans le secteur de la tech trouveront leur place dans le secteur spatial. Après, je pense qu'effectivement, on a une volonté de les intégrer, mais je pense que c'est vraiment... ça va pareil au niveau de l'équipe. Et je pense que j'ai personnellement eu de la chance aussi dans les équipes, dans les managers que j'ai eus, d'avoir eu des managers autant femmes. J'ai eu la chance d'être sous Géraldine Naja à l'ESA, donc, qui était un vrai rôle modèle. Mais j'ai eu aussi des managers hommes qui m'ont soutenue et qui m'ont poussée et qui m'ont mise en avant, non pas parce que j'étais une femme, mais parce qu'ils pensaient sincèrement que je pouvais être mise en avant. Et je pense que là, c'est là où il y a un vrai effort à faire du côté des équipes d'intégration, de montrer que voilà... de montrer la légitimité, que ça c'est vient de tout le légitime monde. et que c'est pour tout le monde et que c'est OK de faire comme ça. Mais je pense que dans ces secteurs tech, spatial, où on a très peu de femmes actuellement, l'idée, c'est de les former, de les intégrer et de les financer. Et de les financer aussi également. Ouais. Comment ça se passe chez Promus Venture quand vous allez... c'est votre rôle aussi d'aller identifier ces pépites à financer. Est-ce qu'il y a une démarche particulière de se dire soyons attentifs à une entreprise féminine ? Est-ce que ça n'entre jamais en compte ? Est-ce que dans les chiffres, ça ressort ? Alors, dans les chiffres, ça ressort. Je pense qu'il y a aussi toujours... je remarque en fait aussi au jour le jour que
Nécessairement, il y a plus de CEO qui sont hommes que femmes. Et pourtant, je rencontre aussi des CEO femmes qui sont exceptionnelles. J'en ai rencontré récemment. Et franchement, Qu'est-ce qui fait barrière quand elles y vont? Christelle donnait un exemple. On passe tout de suite à la situation familiale. On veut pas ça paraît ubuesque, en fait, honnêtement, de ne pas financer quelqu'un qui a un modèle, un business model, parce qu'il aurait aussi une famille. Les hommes aussi ont une famille. A priori, alors, ça se fait. C'est là aussi la bonne nouvelle, c'est que l'équilibrage se fait aussi heureusement par les hommes qui de plus en plus commencent à prendre leur congé paternité, à effectivement rechercher aussi un meilleur investissement dans leur famille, ce qui même, pourtant voilà, moi à mon époque, je vous parle de ça il y a 20 ans, c'est quand même, il y a 20 ans, on était encore dans ce modèle complètement has-been où l'homme effectivement ne faisait rien à la maison. Donc là, mine de rien, c'est la société qui est en train de pousser cet équilibrage qui va faire que naturellement, les femmes vont pouvoir un peu sortir de chez elles un petit peu avant finalement ce qui était prévu. Et du coup, je pense ça va prendre un petit peu de temps, quelques années, mais elles vont aller assez vite sur ces milieux-là, être valorisées et pouvoir... Voilà, on nous sort toujours à chaque fois, il n'y a pas assez de femmes pour monter. Il y a aussi beaucoup de femmes qu'on n'a pas cherché à faire monter. Donc aujourd'hui, je pense que ça... Bon, il y a un peu de l'obligation. Moi, j'ai vécu des situations où vraiment, ce n'était pas le sujet de valoriser plus une femme qu'autre chose, même... Pour le coup, c'était vraiment à compétence égale. Donc ça change et c'est grâce à la société. Et puis voilà, la tech suivra. Bien sûr. Oui, en fait, il y a plusieurs révolutions et je pense que dans le secteur, quand on parle de secteur spatial et de financement et d'entrepreneuriat, on coche malheureusement toutes les cases qui font ressortir la discrimination envers les femmes. Exactement. Et est-ce qu'une solution, ça pourrait être éventuellement, j'ouvre des axes de réflexion, un fonds d'investissement dédié aux femmes? Oui, c'est des choses qu'on discute effectivement. Comment essayer de trouver des façons d'intégrer les femmes plus facilement. On plus rapidement aussi. Il faut avancer. On voit des accélérateurs déjà. Starburst, c'est un bon exemple. Mais des accélérateurs qui sont menés par des femmes. Je pense à Space Founders aussi, qui est entièrement géré par des femmes. Donc ça donne nécessairement une vision et une optique différente à l'approche de l'entrepreneuriat et au modèle qui est donné. Après, c'est des étapes, c'est du petit à petit. Et mine de rien, c'est de l'intégration qu'il faut faire. Donc peut-être passer par des méthodes différentes, essayer de faire plus attention aux femmes entrepreneuses, de leur expliquer le genre de questions qu'elles vont avoir. Moi, je me suis posé la question à un moment donné vis-à-vis du programme Blast, donc on dirige chez Starburst, sur une possibilité pour ajouter effectivement un critère, ne serait-ce qu'une mixité des équipes. Voilà. Et le prochaine cohorte, c'est une mixité. On a entre 60 et 80 candidatures pour Blast. Finalement, on va sélectionner 10 startups et 10 projets de recherche. Alors, dans les projets de recherche, c'est pareil. Les femmes chercheuses, c'est vraiment, il y en a encore moins, je dirais presque, que des entrepreneuses. En tous les cas, moins visibles. Bien sûr. Donc, et l'idée, ce serait, de rajouter ce fameux critère, ne serait-ce que pour peut-être obliger, encore une fois, en amont. Bien sûr. Au moment de recruter. Quand vous les recevez, ils sont aussi souvent en phase de recrutement, peut-être juste avant. Exactement. Et, en fait, et d'afficher clairement que pour nous, c'est important. Et après, pour eux, je dirais, finalement, c'est une évidence parce que quelque part, cette complémentarité qu'on a entre les hommes et les femmes va faire que l'entreprise va être assez homogène et puis finalement va marcher. Donc c'est une possibilité, en tout cas c'est en cours de réflexion chez Blast, chez des pistes, il y a des choses à faire, on peut les pousser, les institutions aussi peuvent les pousser et ça sera peut-être la conclusion aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de débattre sur ce sujet très important. Estelle Godard, je rappelle que vous êtes associée dans l'équipe d'investissement de Promus Venture, c'est Christelle Astorg-Lépine, directrice France de l'accélérateur Starburst. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.